Bonjour à tous et bienvenue aux abonnés d'Omerta, abonnés de notre chaîne YouTube et abonnés de l'application. Je répète toutes les semaines et invariablement, je vais le refaire. Vous êtes pratiquement 400 000 à nous suivre. On va bientôt l'annoncer, c'est vraiment historique. On est extrêmement fiers de cette fidélité, du fait que chaque semaine, dans cet entretien, dans ce grand entretien sur notre chaîne YouTube, vous venez plus nombreux. Également, n'oubliez pas, ceux qui viennent d'arriver, ceux qui voient nos programmes sur la chaîne YouTube, de télécharger l'application, parce que c'est là que se trouve le cœur de notre métier, nos documentaires. Vous en avez à peu près une cinquantaine, dans des endroits, dans des circonstances absolument exceptionnelles. Vous avez aussi les making-of des documentaires. Vous pouvez comprendre comment les reporters travaillent sur le terrain. C'est extrêmement intéressant, c'est toute la vie de la rédaction. Donc faites un petit effort, 2 € pour les étudiants, 5 € pour n'importe qui. Pour un mois, vous aurez à disposition nos documentaires, le cœur d'Omerta. Voilà, nouvelle édition du Grand Entretien. Alors, extrêmement beaucoup d'actualités puisqu'on va parler de l'Algérie. Je sais que la semaine dernière, j'ai reçu Bernard Lugan ici et vous avez été nombreux à réagir. Pas toujours positivement d'ailleurs. Je crois qu'on a eu pas loin de 7000 réactions sur le site au propos de Bernard Lugan. On reçoit aujourd'hui Rachid Nekaz. Bonjour Rachid. Bonjour Régis, merci pour votre invitation. Et bienvenue chez Omerta. Merci, alors Rachid, ravi. vous êtes homme politique algérien, vous êtes un ancien candidat à l'élection présidentielle en Algérie. Alors ça ne s'est pas toujours bien passé avec le pouvoir algérien. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours politique? Vous êtes né en France hein, et vous avez décidé d'abandonner la nationalité française pour vous présenter en Algérie. Racontez-nous un petit peu. Alors, je suis né il y a 53 ans déjà, donc en région parisienne à Villeneuve-Saint-Georges, donc d'une famille de 12 enfants, à la fois kabyles et arabes, d'Algérie. J'ai fait des études d'histoire à la Sorbonne. J'étais entrepreneur aussi dans les nouvelles technologies avant d'investir dans l'immobilier. J'ai publié 6 ouvrages, dont un livre entretien avec les 7 chefs d'État du G7. Ici, avec Clinton le notamment. Voltaire du niqab, qui avait fait beaucoup parler de lui à l'époque. Et ici, parce que vous avez une composante américaine aussi, oui. Vous connaissez très bien ce pays, ce livre, Hey J7, What's the Future for Humanity? Voilà, on sent que vous y étiez reporter aux États-Unis. Absolument. Et je vois Bill Clinton sur la couverture. Exactement. Donc vous y étiez pendant les années Clinton, j'imagine? Absolument, oui. Donc à l'époque, j'avais un très bon contact avec Anthony Blinken, qui était secrétaire d'État, à l'époque conseiller spécial pour les affaires européennes de Bill Clinton. Et c'est ainsi que j'ai pu faire un livre entretien avec les 7 chefs d'État du G7. J'avais 28 ans. Et entre-temps, mon papa est décédé donc en 2011, mais 6 mois avant de décéder, il m'a dit « Est-ce que tu peux essayer de faire quelque chose pour l'Algérie ?» Car il était à l'époque contre la colonisation française et il était malheureux de voir comment le pays allait vers une trajectoire qui ne lui plaisait absolument pas. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé à partir de juillet 2013 de renoncer à ma nationalité française afin de concourir à l'élection présidentielle algérienne qui était prévue pour avril 2014. Donc j'ai fait une première candidature en 2014, on m'a empêché d'être candidat. J'ai continué à militer sur le terrain, j'ai marché 3124 km à travers les montagnes, les plaines et le désert algérien. Pour faire campagne? À vrai dire, autour de différentes thématiques. La première thématique... Pour vous réenraciner quelque part? Absolument, parce que je ne connaissais pas assez bien l'Algérie. Donc j'ai sillonné le pays à pied, un peu à la Gandhi, et notamment une grande marche entre Tizi Ouzou au nord et Ain Salah dans le désert algérien contre le gaz de schiste, car à l'époque, Total prévoyait d'exploiter le gaz de schiste. Et c'est comme ça que je suis devenu extrêmement populaire en Algérie, notamment auprès des jeunes Algériens qui aspiraient à vivre comme en Europe, comme aux États-Unis, mais il y avait un verrouillage politique très fort du régime Bouteflika de l'époque. Alors, pour information, depuis 2012, Bouteflika ne gouvernait plus l'Algérie, car elle était extrêmement malade. Donc c'était son entourage, un entourage extrêmement corrompu. J'ai organisé plus de 156 manifestations anticorruption, à la fois en Algérie, en France, en Europe, aux États-Unis. Bref, ce combat pour la démocratie, ce combat contre le gaz de schiste, ce combat contre la corruption a fait de moi une espèce de coqueluche. J'incarnais une forme d'espérance pour cette jeunesse algérienne qui était... Et tout s'est arrêté? Non, ça ne s'est pas arrêté, attendez. Ah si, vous avez deuxième candidature en 2019, là ça a explosé.
Là, c'était vraiment magique à travers tout le pays. À chaque fois que j'arrivais dans une ville, au bout de 10 minutes, il y avait déjà 5000 personnes. Donc il y avait un engouement extraordinaire. Et à l'époque, le régime Bouteflika, et notamment l'ancien chef de l'armée algérienne, qui s'appelait Feu Gaïd Salah, a décidé d'interrompre les élections présidentielles. Et quelques mois plus tard, je me suis retrouvé en prison et assigné à résidence pendant 4 longues années. Et je n'ai dû ma liberté que grâce au président actuel, M. Abdelmajid Tebboune, qui m'a accordé 3 grâces successives. Et à cause de nombreuses maladies que j'ai contractées en prison, le 18 janvier 2023, j'ai enfin pu non seulement quitter la prison, mais en plus aller me faire soigner aux États-Unis, où vivent à la fois mon épouse et mon fils à San Francisco. Et depuis, j'ai retrouvé le 19 janvier 2025 ma liberté politique totale, car j'étais privé d'exercice politique, de parole politique. Et aujourd'hui, je suis totalement libre d'aller et de venir en Algérie. Et je prépare gentiment quelque chose dans les prochaines années, si tout va bien, Inch'Allah. Très bien. Justement, est-ce que vous pensez, alors vous avez obtenu 3 grâces du président actuel, vous pensez que les choses ont fondamentalement changé en termes de pratique politique? Parce que vous êtes libéré, est-ce que le canevas idéologique dans lequel l'Algérie se trouve a changé fondamentalement avec le président Tebboune? Alors, il faut distinguer le président Tebboune du reste du système algérien. À mon niveau, j'ai entièrement confiance à la sincérité et à l'action du président Tebboune. Car, ne l'oubliez pas, entre mai et août 2017, le président Tebboune était chef du gouvernement. Et quel était son axe principal, son programme principal? C'était la lutte contre la corruption, le mélange incestueux entre le monde des affaires et la politique. Et il a été limogé le 15 août 2017. Personne n'en parle. Mais moi, j'en parle. Pourquoi j'en parle? Car j'étais un des seuls à avoir soutenu le chef du gouvernement, Abdelmajid Tebboune, lorsqu'il luttait contre la corruption. J'avais même organisé 2 manifestations sur les Champs-Élysées pour dénoncer ce coup d'État politique dont il avait été victime. Et lorsqu'il est devenu président de la République, le 12 décembre 2019, je venais d'être incarcéré une semaine avant, le 4 décembre 2019. Et contrairement à un grand auteur algéro-français qui s'appelle Kamel Daoud, je n'ai pas eu peur d'affronter la justice algérienne, car on m'avait averti que si je rentrais en Algérie, j'allais être incarcéré. À l'époque, j'étais à Hong Kong. J'avais remercié les autorités algériennes en leur disant que la promesse que j'avais faite à mon papa, ce n'était pas d'être un fugitif ad vinam aeternam. Donc j'ai dit que j'allais rentrer en Algérie le 4 décembre 2019 et j'étais effectivement incarcéré et bloqué pendant 4 ans. Donc, le président Tebboune, ce n'est pas lui qui m'a incarcéré la première fois. Mais le président Tebboune n'est pas tout seul. Vous savez, depuis 1962, nous avons un système avec de nombreux militaires, de nombreux ministres qui ont été adoubé par la France. Je vous donne un exemple. L'ancien ministre de l'Industrie algérien, qui s'appelle Abdeslam Bouchouareb, dont la France a refusé l'extradition en Algérie, était ministre de l'Industrie entre 1996 et 1997, à nouveau entre 2014 et 2017, et c'était le patron du fameux écrivain algéro-français qui s'appelle Boualem Sansal, qui était à l'époque directeur de l'Industrie. Donc, ces gens-là étaient adoubés par la France. Et à ce jour-là, la France soutient ces personnes-là. Il y a des questions à se poser. Comment? J'ai une question. Oui, je vous en prie. Vous évoquez Boualem Sansal. Vous avez fait 4 années en prison en Algérie. Là, vous avez un ressortissant franco-algérien qui est dans les prisons, qui privé de tout, qui n'a pas pu avoir accès à son avocat pendant longtemps. Est-ce que vous sentez une solidarité? Est-ce que vous demandez à M. Tebboune, président Tebboune, qu'il soit libéré? Alors que les choses soient claires. J'ai été en prison à cause de mes déclarations et de mon positionnement politique. Mais lui aussi. J'y arrive. J'assume entièrement la responsabilité de mes déclarations et de mes actions. L'Algérie, ce n'est pas le pays de lumière. L'Algérie, ce n'est pas le pays des droits de l'homme, comme la France. Donc il faut savoir à quoi s'attendre lorsqu'on s'engage sur ce terrain extrêmement délicat de la
souveraineté nationale et de l'unité territoriale algérienne. Quand on dit que la moitié de l'Algérie, était marocaine, il faut savoir que lorsqu'on dit cela dans un pays qui a été colonisé pendant 132 ans par la France, il faut savoir qu'on ne va pas avoir un tapis rouge en arrivant à Alger. Donc bien sûr, je suis pour la liberté d'expression, bien sûr, je suis pour la liberté d'écrire et de dire ce que l'on veut, mais quand on va en Algérie, il faut savoir à quoi s'attendre. Je savais qu'en allant en Algérie, j'allais être emprisonné. M. Boualem Sansal savait très bien qu'en ayant tenu les propos qu'il a tenus, il allait être lui aussi emprisonné. Ceci étant dit, M. Boualem Sansal n'a jamais été en prison. Il a été dans la section pénitentiaire de l'hôpital Moustapha Bacha, qui est le plus grand hôpital d'Alger, à Alger. Et c'est avec mon avocat, nous nous sommes rendus devant cet hôpital pour faire une déclaration publique pour dire que l'Algérie le traite très très bien. Mais le prive de sa liberté. Mais c'est normal, de la même façon que moi j'ai été privé de liberté, il n'y a pas... Et là aujourd'hui, vous ne remettez pas ça en cause. Écoutez, quand j'étais emprisonné pendant 4 ans, je suis né en France, j'étais français pendant 40 ans, aucun journaliste français n'a parlé de moi, aucun homme politique français n'a parlé de moi, aucun intellectuel français n'a parlé de moi, et aucun juge français n'a parlé de moi. Quand je vois le tsunami de soutien dont bénéficie Boualem Sansal, j'ai des questions à me poser. Il vient d'être à peine français depuis 6 mois. Il a un soutien, mais massif, mondial. Alors que moi, qui étais français pendant 40 ans, vous savez ce qu'a fait la France pendant que j'étais en prison? Elle m'a condamné par défaut en France à 18 mois de prison ferme. Il y a eu un mandat d'arrêt international qui a été délivré contre moi. Elle a saisi tous mes comptes bancaires et saisi tous mes appartements. Donc le pays des droits de l'homme qui donne des leçons à l'Algérie lorsque Boualem Sansal est incarcéré, et dans le sens inverse, quand il s'agit de Rachid Nekaz, qui est incarcéré en Algérie, pas un mot, et en plus de ça, elle m'achève alors que je suis malade et emprisonné en Algérie. Le double langage, c'est pas mon fort. Donc oui, je souhaite la liberté pour tous les écrivains du monde, mais Rachid Nekaz y compris. Et si personne ne se bat pour l'écrivain Rachid Nekaz, qui a publié 6 ouvrages, mais se bat pour Boualem Sansal, moi je dis niet. J'ai été en prison, il va en prison. Alors, il y a quelques jours, comme je l'ai expliqué, nous recevions ici donc l'historien de l'Afrique, Bernard Lugan, qui lui aussi, comme Boualem Sansal, rappelle que l'ouest de l'Algérie était marocaine, en citant d'ailleurs l'ensemble des districts qui faisaient partie avant justement la colonisation, avant la réorganisation par le pouvoir colonial français. Bernard Lugan dit « Le pouvoir algérien est jaloux du Maroc ». Et il précise « Il ne tient aujourd'hui que par 2 piliers, la haine de ce même Maroc et celle de la France ». Vous en pensez quoi? Alors, le premier président algérien s'appelait Ben Bella, Ahmed Ben Bella. Ses 2 parents étaient 100% marocains, de la région de Marrakech. Nous avons eu ensuite Mohamed Boudiaf, qui était président entre janvier et juin 1992. Il avait vécu 27 ans au Maroc. Ensuite, nous avons un nouveau président qui s'appelle Abdelaziz Bouteflika, qui est né au Maroc, à Oujda, qui a fait toute sa scolarité primaire au Maroc. Si l'Algérie avait la haine du Maroc, vous croyez qu'elle aurait élu 3 présidents qui ont des liens extrêmement forts avec le Maroc? Je crois qu'aujourd'hui, il faut être calme, lucide et pragmatique. Le problème qu'il y a entre le Maroc et l'Algérie est un problème de leadership au niveau de l'Afrique du Nord. Juste une information, lorsque la France a détrôné le sultan marocain Mohamed V, le 20 août 1953, qui s'est révolté 2 ans après, c'est-à-dire le 20 août 1955, pour que le sultan Mohamed V retrouve son trône, car les Français avaient mis à la place du sultan Mohamed V le Glaoui de Marrakech. C'est le peuple algérien, notamment dans l'est de l'Algérie, dans la région de Constantine, que Benjamin Stora connaît très bien. Donc les liens entre l'Algérie et le Maroc sont extrêmement forts. Au sujet de la politique actuelle, les différends qu'il y a entre Alger et Rabat, c'est un différend qui est lié à 2 événements importants. Le premier événement, c'est la question du Sahara occidental. Vous savez que depuis 1975,
le Maroc revendique le Sahara occidental qui avait été partagé par la puissance tutélaire, c'est-à-dire l'Espagne, lors de la conférence de Madrid en novembre 1975, 2 tiers pour le Maroc, 1 tiers pour la Mauritanie. Ça, c'était novembre 1975. Et en 1979, le Maroc a pris le dernier tiers en envoyant son armée en août 1979, alors qu'un accord avait été signé entre la Mauritanie et le Polisario à Alger. Et une semaine après cet accord, feu le roi Hassan II avait décidé d'envahir militairement le dernier tiers, notamment la province de Dakhla, qui est à quelques encablures de la Mauritanie. Donc ça, c'est le problème numéro 1 qu'il y a entre Alger et Rabat. Le problème numéro 2, c'est le fait que Rabat a décidé de laisser Tel Aviv installer une base militaire, notamment de drones, à quelques encablures du territoire algérien. Et là, c'est casus belli. Comment notre voisin historique, qui s'appelle le Maroc, peut-il accepter qu'une puissance très éloignée, et on sait qu'elle a occupé en 1967 100% de la Palestine, comment peut-il laisser Tel Aviv installer une base militaire à côté d'Alger? C'est pas possible, ça. Donc, c'est les 2 raisons qui font qu'aujourd'hui, Alger et Rabat ne s'entendent pas. Mais, comme vous devez le savoir, je suis un homme de paix. Je suis pour que, à terme, on puisse s'entendre, et sur la question du Sahara occidental, et sur la question de faire en sorte que Tel Aviv ne soit pas à nos portes. Pour la question du Sahara occidental, j'ai proposé une idée très simple et très pragmatique qui consiste en la chose suivante. C'est de faire en sorte que ce territoire soit géré à la fois par Alger et par Rabat pendant une période de 10 années. Bien sûr, on posera la question au peuple sahraoui dans le cadre d'un référendum où on demandera aux Sahraouis « Est-ce que vous êtes d'accord pour que pendant 10 années, le territoire du Sahara occidental, qui constitue 266 000 km², soit géré conjointement par Alger et Rabat dans le cadre d'un condominium ?» Après ces 10 années, il y aurait un nouveau référendum où on poserait 3 questions. Première question, est-ce que vous voulez rester sous le régime de la double souveraineté algérienne-marocaine? Deuxième question, est-ce que vous voulez être une province autonome dans le cadre de la monarchie marocaine? Et troisième question, est-ce que vous voulez l'indépendance? Cette idée-là, je pense que les 5 grands, États-Unis, Russie, Chine, France et Angleterre, ne s'y opposeraient pas. Pourquoi? Car cette proposition reconnaît la pertinence du plan d'autonomie du Maroc sur le Sahara occidental, moi je rajoute, dans le cadre de la double souveraineté algéro-marocaine. Alors il y a plusieurs exemples de double souveraineté. Le Soudan, par exemple, a été géré conjointement par l'Égypte et l'Angleterre entre 1899 et 1956. Il y a Andorre, vous savez que Andorre est géré conjointement par la France et par l'Espagne, et vous avez aussi donc, un territoire, donc Fidji au Pacifique, ont été gérés aussi pendant 10 années par les Américains. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut essayer de dépasser le cadre un peu conflictuel qu'il y a entre Alger et Rabat. Et la France, malheureusement, a commis, à mon sens, une faute diplomatique. C'est ça que j'allais vous dire. Cette reconnaissance par la France de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, pour vous, c'est le début du basculement et le début de la crise actuelle entre la France et l'Algérie? Très clairement, depuis le 30 juillet 2024, le président français Emmanuel Macron a décidé de reconnaître de façon unilatérale, en dehors du cadre de l'ONU, la marocanité du Sahara occidental. Et le président Tebboune vient de dire que finalement, ça lui était égal, finalement, il a temporisé dans sa dernière intervention cette reconnaissance française. Donc finalement, les choses pourraient s'améliorer, vous ne pensez pas? Le président Tebboune, encore une fois, je vous l'ai dit, il n'est pas tout seul dans l'univers politique algérien. Il est obligé de composer. Quand vous avez vu que la France a décidé de retirer des avantages dus au passeport diplomatique d'à peu près 800 responsables algériens, évidemment, le but de la France était d'isoler le président Tebboune. Et je l'ai dit clairement dans une vidéo, que la stratégie de l'État français, car je distingue l'État français de la République française. La République française, c'est les Lumières, l'État de droit, la liberté, l'égalité, la fraternité. Mais l'État français, c'est les intérêts. Et l'État français, je crois, avait la volonté
d'isoler et de pousser à la fois des militaires algériens, des services secrets algériens, à mettre de côté le président Tebboune, comme ils l'ont fait en 1998 avec le président Zaroual, comme ils l'ont fait en avril 2019 avec le président Bouteflika. C'est-à-dire qu'il y avait une volonté de séparer Tebboune, le président Tebboune, du reste du système politique algérien. Donc, de façon pragmatique, le président Tebboune a décidé de revenir sur la position qui était la sienne à partir du 30 juillet 2024, en essayant d'apaiser la situation, car il est conscient, quand on est isolé, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc la France a aujourd'hui le pouvoir, vraiment, comme le dit le ministre Retailleau, lui il dit il y a des choses qu'il faudrait appliquer avec l'Algérie, mais je ne peux pas le faire, c'est de la décision du président Macron. Qui a raison, et est-ce que finalement l'Algérie ne profite pas d'une faiblesse de l'exécutif français en ce moment, avec un président désavoué dans les urnes et un gouvernement qui tient à un fil? Le président algérien n'a pas été désavoué par je parle des Français. Ah, pardon, excusez-moi. D'Emmanuel Macron, par rapport à sa politique algérienne. Je ne crois absolument pas à un différend entre le président Macron et le ministre de l'Intérieur, M. Retailleau. Vous savez... C'est good cop, bad cop? Oui, et puis comme dit ma femme, c'est good guy, bad guy. Oui. Ce que j'essaie de dire, qui est à l'origine de la crise? C'est le président Macron, qui, en dehors du cadre de l'ONU, et pourtant vous le savez mieux que moi que la France est garante du Conseil de sécurité. C'est quand même un des membres permanents du Conseil de sécurité. Donc la France se doit de respecter la légalité internationale. Quand vous voyez qu'un État qui a mis son veto à la guerre en Irak, notamment à l'intervention américaine en Irak en 2003, et qui se permet de violer la légalité internationale, comme Bush avait violé la légalité internationale en 2003, c'est quand même extraordinaire. Où est le grand discours de Dominique de Villepin à l'ONU en 2003? Il y a la grandeur de la France, c'était en 2003 avec le président Chirac, et nous avons quelque chose d'incroyable, c'est la violation du droit international par le président français Emmanuel Macron le 30 juillet 2024. Et personne ne lui fait la remarque. C'est quand même incroyable. Donc je crois aujourd'hui que la France doit cesser de faire pression sur l'Algérie. Je vous rappelle que cette fameuse riposte graduée, elle a commencé avec l'impossibilité pour les diplomates algériens de venir en France. Ensuite, les menaces étaient très claires. C'était de geler les avoirs des Algériens en France, de commencer à mettre en place des procédures pour des biens mal acquis de ces dignitaires en France. Et à la fin, c'est d'utiliser la carte du terrorisme de la décennie noire. Quand on entend l'ancien juge antiterroriste, M. Marc Trévidic, dire sur une chaîne publique qu'il serait heureux de voir le régime algérien renversé, en clair, c'est un appel à un coup d'État, et que personne ne réagit, ça s'appelle comment ça? On est au-delà de la riposte graduée. Ce sont des menaces claires, franches, et aucun homme politique français n'a dénoncé cette déclaration du juge antiterroriste, M. Marc Trévidic, de la même façon qu'aucun homme politique français n'a dénoncé la déclaration incroyable du fils de l'ancien président français Sarkozy, qui veut brûler l'ambassade d'Algérie. Oui, alors des déclarations d'hommes politiques, de journalistes, on en a un peu dans tous les sens depuis le début de cette crise. Je parle d'un juge antiterroriste, c'est pas n'importe qui. Juge antiterroriste qui n'est plus un juge antiterroriste, qui est aujourd'hui une personnalité publique, qui écrit des livres, qui intervient beaucoup. Et en parlant de journalistes, justement, il y a quelques jours, Abdelmajid Tebboune a parlé de Jean-Michel Apathy, en disant, en le traitant de grand journaliste français, et disant qu'il a dit la vérité sur la guerre d'Algérie. Je rappelle les propos de Jean-Michel Apathy, qui affirmait que les Français ont fait des oradours en conquérant l'Algérie, pas en 62, même s'il y a eu évidemment des exactions, et que les Allemands se seraient inspirés de cette conquête. Vous croyez vraiment que l'échelle est comparable? Vous pensez que Jean-Michel Apathy dit vrai, est un journaliste qui dit la vérité sur la guerre d'Algérie? Alors, Jean-Michel Apathy a simplement dit publiquement ce qui est écrit dans de nombreux livres depuis une centaine d'années. Le maréchal Bugeaud lui-même avoue
ce qui s'est passé, notamment les enfumades. Mais vous savez que j'habite à 5 km d'une enfumade. Les enfumades de Sbeh, à 5 km de chez moi, dans mon village en Algérie. Les Français, les militaires français de l'époque, ont enfermé dans une grotte 800 personnes. Ensuite, ont fermé ces grottes avec des boîtes de foin et des arbres, des branches d'arbres, pour asphyxier ces 800 personnes, femmes, enfants, bébés, animaux. Mais c'est scandaleux. La colonisation française n'était pas une partie de plaisir. Donc Jean-Michel Apathy ne fait que répéter ce que des écrivains disent depuis 100 ans, à commencer par les militaires eux-mêmes. Saint-Arnaud, Pélissier, Bugeaud. C'est un secret de polichinelle. Mais dans le contexte actuel, un contexte conflictuel entre l'Algérie et la France, évidemment, ça passe mal. Pourquoi ? Car en 2005, on parlait des bienfaits de la colonisation française. Mais tout le monde sait qu'une colonisation qui cause la mort de 5,5 millions d'Algériens, que ce soit à cause de la guerre, que ce soit à cause de la famine, que ce soit à cause des expropriations, que ce soit à cause des déplacements de population. Évidemment, c'est très délicat de dire que la colonisation était un bienfait pour l'Algérie. C'est vrai qu'il y a des belles villes en Algérie, mais c'est des villes qui ont été construites pour les colons, pour le million de colons. C'est vrai qu'il y a des routes en Algérie, mais c'était fait. Les hôpitaux en Algérie, hôpital Maillot, mais c'était pour les colons, c'était pas pour les Algériens. Si c'était si bien la colonisation française, vous croyez qu'en 62, on aurait 90% d'analphabètes en Algérie ? Alors qu'il y avait 90% d'alphabètes en Algérie qui étaient dans les écoles coraniques, filles et garçons compris. Donc je crois croyez pour autant que ça a été un crime contre l'humanité, comme l'a dit Emmanuel Macron ? Vous savez que c'est au-delà d'un crime contre l'humanité, c'est un génocide qu'il y a eu en Algérie. Quand, en 1830, vous avez peu ou prou, on va dire 5 à 6 millions d'habitants, et que, en 1962, vous n'en avez que 9, alors que, là c'était une période de 132 ans, alors que depuis 62 ans, on est passé de 9 à 46 millions. Donc ça veut bien dire qu'il y a eu un naufrage démographique en Algérie. Mais ce que dit Jean-Michel Apathy, ou ce que je vous dis aujourd'hui, vous pouvez les lire dans une centaine de livres. Ce n'est pas nouveau. Mais ce n'est pas parce que le passé a été horrible qu'on ne doit pas envisager des relations fraternelles, amicales, pour l'avenir. Quand on voit, par exemple, qu'une entreprise comme Total a fait pression sur l'Algérie en 2016 pour reconduire un contrat de gaz sur 25 ans. 25 ans de gaz gratuit. Quand on voit que quelques années après, à nouveau, grâce à l'arbitrage international, l'entreprise Total fait pression sur l'Algérie pour avoir à nouveau pendant 25 ans du pétrole gratuit, je n'ai pas l'impression que c'est l'Algérie qui fait pression sur la France. C'est plutôt l'inverse. Alors, la France fait quand même singulièrement pression sur l'Algérie pour que vous récupériez les personnes, les ressortissants sous OQTF. Est-ce qu'il y a un moyen que cette situation se débloque un jour ? Comment vous voyez les choses ? Vous parlez d'apaisement, vous parlez d'essayer de tisser des nouvelles relations. J'ai noté le caractère atténué des propos du président Tebboune très récemment. Est-ce que vous pensez qu'il y a un déblocage possible au vu de la situation, à la fois en Algérie, vous avez parlé de la possibilité que le président se retrouve isolé, voire renversé, et en France aussi, avec cette incapacité à gouverner qu'a notre président. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est mûr, oui, la situation va continuer à pourrir pendant des années ? Vous savez, au niveau de la question de l'immigration, je suis extrêmement clair. En 2013, lorsque j'ai renoncé à ma nationalité française, j'avais écrit une lettre au président de l'époque, M. Hollande, et je lui avais dit que mon ambition, c'est que tous les Algériens de France rentrent en Algérie. Donc sur une période de 10 à 20 années. Mon programme, c'est la remigration positive. Je souhaite d'abord que les 300 000 cadres algériens, que ce soit des médecins, des ingénieurs, des architectes,
des universitaires, des journalistes, des entrepreneurs retournent en Algérie. Vous devez avoir un écho favorable auprès du RN, non? J'espère avoir un écho favorable auprès du peuple algérien, surtout. Ouais. Mon ambition, en France, je veux dire. Mon ambition, ce n'est pas la France, mon ambition, c'est l'Algérie. Mmh. Mon ambition, c'est d'abord une remigration positive des 300 000 cadres algériens, de façon à développer l'économie algérienne et à consolider l'état de droit en Algérie. Pourquoi? Quand vous avez 5 millions d'Algériens qui sont habitués à la démocratie, qui sont habitués à l'état de droit, qui sont habitués à une vie économique et sociale normale, évidemment que c'est une richesse extraordinaire que de les avoir en Algérie pour aider les 46 millions d'Algériens à consolider l'état de droit et à développer l'économie. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est d'inciter les Algériens, en plus de cette remigration positive liée au cadre que je viens d'indiquer, donc la classe moyenne algérienne, à retourner en Algérie. Troisième étape, on s'occupera des OQTF, des personnes qui sont sans papier. Bref, l'idée sur 10 à 20 ans que les 5 millions d'Algériens retournent en Algérie. Mais pas simplement les Algériens, je souhaiterais que tous les Africains qui vivent aujourd'hui en France et en Europe retournent en Afrique pour consolider l'état de droit et développer l'économie africaine. Ce n'est pas en assistant impuissant à 50% de la promotion des diplômés en médecine chaque année qui quittent l'Algérie pour l'Europe ou le Canada, ce n'est pas avec 60% des informaticiens algériens qui chaque année quittent l'Algérie pour aller en France, en Europe, au Canada, que nous allons développer l'économie algérienne. Donc je suis très clair là-dessus. Et quand je vois que le débat s'arrête uniquement aux 600 OQTF dont parle le ministre de l'Intérieur, M. Retailleau, j'aurais préféré qu'il parle des 20 000 médecins algériens. Je souhaiterais qu'il envoie, ou plutôt qu'il donne l'OQTF aux 20 000 médecins algériens pour qu'ils retournent en Algérie. Ça oui, moi j'applaudis. Et les informaticiens, et les ingénieurs, et les architectes, oui, ça je suis d'accord, puisque moi-même j'ai fait la démarche. J'ai quitté la France en 2013 pour m'engager dans la vie politique algérienne, pour essayer de participer à la mise en place, à la consolidation d'un état de droit. Mais je ne souhaite pas que dans tous les médias français et internationaux, lorsqu'on parle d'Algérie, on ne parle que de TikTokers, que de YouTubeurs, que d'OQTF, qui ne savent pas parler, qui ne savent pas se défendre. Je trouve que c'est assez mesquin de limiter la présence française, la présence algérienne en France uniquement à des personnes qui sont, on va dire, des victimes, plus que des gens qui sont capables d'avoir un discours et d'aider l'Algérie à se développer. Des gens un peu à la marge qui continuent à prospérer, on dira, ou avec des idées particulières. J'ai une dernière question, parce que le temps s'écoule. Il y a quand même un paradoxe entre la France et l'Algérie. Plus de 60 ans après l'indépendance, il semble en fait qu'en dehors de quelques groupes concernés, ces fameux 5 millions d'Algériens présents sur le sol français, les harkis, les pieds noirs, pour qui l'Algérie est encore très présente, l'Algérie, en fait, on a presque l'impression qu'elle n'existe pas pour le français moyen, qui connaît plus le Maroc ou la Tunisie. Comment c'est possible, après les relations qu'il y a eu entre nos deux pays, qu'aujourd'hui, il y ait cette espèce d'indifférence, je dirais. Alors, ça agite l'actualité. C'est quand même de l'autre côté de la Méditerranée. Ça devrait être naturel qu'on aille en vacances là-bas, qu'eux viennent ici. Enfin, les échanges devraient être naturels. En réalité, il y a un effacement total. Alors, les Algériens viennent en France. Oui, bien sûr. Mais je parle en dehors des groupes concernés. Le reste de la population, parler de l'Algérie, ils ne savent pas ce que c'est. Alors, l'Algérie, vous savez, je l'ai dit au Maroc il y a quelques jours. Ah, vous avez eu des problèmes au Maroc? Oui, mais ça reste mes frères, les Marocains. J'ai simplement... Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, moi j'aime beaucoup les Marocains. La nounou de mon fils était marocaine, mon meilleur ami est marocain, le militant avec qui je bosse depuis 25 ans est marocain. Bref, pour moi, les Marocains sont et resteront mes frères jusqu'à la fin de l'éternité. On est le même peuple. On est à la fois arabe et berbère. On a la même religion, l'islam malikite. On a la même langue, à la fois l'arabe et le tamazight. Donc nous sommes
identiques, à vrai dire, avec des sensibilités différentes, comme celles que peut avoir un Marseillais avec un Alsacien. Mais c'est exactement le même peuple. Donc, une monarchie d'un côté et puis... Oui, l'Espagne est une monarchie, la France est une république. Et je vous rappelle que la France était 1000 ans une monarchie. D'ailleurs, elle fait des allers-retours. Une fois monarchie, république, on passe à l'Empire, on devient une république, etc. Aujourd'hui, on a une monarchie républicaine. Oui, comme disait le grand constitutionnaliste Maurice Duverger, exactement. Le Maroc revendique le Sahara occidental en invoquant le fait que dans un passé plus ou moins récent, c'est-à-dire autour du XVe siècle, le Sahara occidental avait fait allégeance au sultan du Maroc. Car il y a un roi du Maroc uniquement depuis 1957. Il faut le rappeler, avant, il y avait des sultans. Alors, comme cet argument semble être la matrice des revendications du Maroc sur le Sahara occidental, j'ai voulu, en tant que diplômé d'histoire à la Sorbonne, rappeler simplement à mes frères marocains que j'affectionne particulièrement que le fondateur de l'empire almohade au XIIe siècle était un Algérien, c'est-à-dire un homme né dans la ville de Nedrouma, à côté de Tlemcen, qui est une très jolie ville, Tlemcen, sur le territoire algérien. Donc, si on doit invoquer l'histoire, l'Algérie peut dire que le Maroc était algérien au XIIe siècle. Donc, vous avez été arrêté pour ça, parce qu'en ce moment, c'est difficile à entendre. Non, les Marocains sont très intelligents. J'ai été arrêté avant même d'avoir publié, parce que j'ai fait une vidéo devant la mosquée Koutoubia de Marrakech. Cet épisode. Tout à fait. Donc c'était une vidéo que tout le monde a pu voir. D'ailleurs, il y a un tsunami médiatique. Ah, donc vous l'avez publié? Après coup. Oui. Après coup, après l'arrestation. J'ai été arrêté pendant 6h30, mais très bien traité. On a bien discuté, on a beaucoup parlé d'histoire. Donc j'ai expliqué que Abdelmoumen El-Koumi était un Algérien qui avait fondé la dynastie almohade, parce qu'il était non seulement le calife de toute l'Afrique du Nord, mais il était aussi commandeur des croyants de toute l'Afrique du Nord et même de l'Andalousie musulmane. Donc ils m'ont dit, c'est vrai qu'en tant que Marocains, ils étaient profondément touchés par cette déclaration. Mais, ont-ils ajouté, sur le plan historique, c'est incontestable. Abdelmoumen El-Koumi est bien né en Algérie. Et si on doit prendre les frontières post-coloniales, on peut dire, de façon parachronique, que le fondateur de l'Empire nord-africain est algérien. Mais pourquoi j'ai fait cette vidéo? C'est simplement pour dire on ne peut pas revendiquer un événement passé pour justifier des revendications territoriales présentes, car ça ne veut rien dire. À l'époque, il n'y avait pas de frontières. De la même façon qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que Charlemagne est un Allemand. Tous les Français disent que Charlemagne, Karl, est un Français, mais historiquement parlant. Saxon. Évidemment, c'est un Germain, notre ami Charlemagne. Et d'ailleurs, le nom France, il n'est pas gaulois, il est allemand, puisque les Francs, c'est une tribu germaine, donc allemande, si on doit prendre on va dire la carte politique d'aujourd'hui. La réduction du champ idéologique un petit peu partout fait que vous vous êtes exposé, vous avez été arrêté. Boualem Sansal, en partie, est arrêté à cause de du fait qu'il dit que une moitié ouest de l'Algérie appartenait au Maroc, et puis qu'il a un regard critique vis-à-vis de l'islam, sauf que lui, il est toujours en prison, et lui et vous, les Marocains, vous ont libéré. Boualem Sansal n'est pas en prison. Vous savez pourquoi il n'est pas en prison? Non, vous m'avez dit, mais enfin... Non, mais je vais vous répondre. Je vais vous répondre. S'il était en prison, j'ai fait 4 prisons en Algérie, avec l'image qu'il a aujourd'hui en Algérie, je ne lui donne pas 5 minutes de vie dans une prison algérienne. Je dis bien 5 minutes. Si l'Algérie avait mis Boualem Sansal en prison, il serait resté vivant 5 minutes. Car pour les Algériens aujourd'hui, c'est un traître. Donc l'Algérie est très intelligente. L'Algérie est très généreuse. Elle l'a mis dans une section pénitentiaire. À l'isolement. Vous connaissez la section pénitentiaire des hôpitaux algériens? Non, je n'ai pas eu la joie de... Du matin, c'est-à-dire de 9h jusqu'à 17h, vous avez le droit d'avoir un avocat ou des avocats en permanence, en dehors de l'heure du déjeuner. Vous avez le droit d'avoir la visite de la famille
tous les jours. Je dis bien tous les jours. Alors que pour un détenu de droit commun comme moi, vous avez le droit d'avoir la visite de votre famille uniquement 20 minutes tous les 14 jours. Donc M. Boualem Sansal a un traitement ultra privilégié. Il peut voir sa famille tous les jours et les avocats tous les jours. Et on peut lui apporter de la nourriture tous les jours, du poisson, de la viande, tout ce qu'il veut. Et en plus, le patron de la section pénitentiaire de l'hôpital Moustapha Bacha, je le connais très bien. Et c'est un homme non seulement qui est compétent, c'est un médecin, mais en plus de ça, il est très humain. Je lui avais même demandé de faire libérer, avec un dossier médical, 2 prisonniers très malades en Algérie. Il avait donné son accord et ensuite ça a été validé par le ministre de la Justice. Tout ça pour vous dire que l'Algérie, elle n'est pas folle. Elle sait prendre soin des cas particuliers. Je ne suis pas jaloux de Boualem Sansal, parce que moi, je n'ai pas du tout bénéficié de ces traitements de faveur, puisque j'étais avec n'importe quel prisonnier de droit commun. Mais je peux comprendre que quand un dossier est sensible, c'est normal qu'il ait un traitement VIP. C'est tout à fait normal. Encore une fois, le Maroc. Pourquoi le Maroc a été, entre guillemets, intelligent ? Le Maroc est intelligent car il n'a pas oublié qu'en 2014, sur les plateaux de télévision algériens, j'avais reconnu l'apport du sultan Mohamed V dans la révolution algérienne. Vous savez que le sultan Mohamed V avait autorisé 5 usines d'armement des combattants algériens afin de lutter contre le colonialisme français. Pourquoi il nous a aidés, le sultan Mohamed V ? Parce que les Algériens, avant ça, l'avaient aidé à retrouver son trône en 1955. Donc il y a un échange fraternel entre nos deux pays. Mais cette histoire de Boualem Sansal, vous savez très bien qu'elle va s'arrêter très bientôt, vous le savez. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est que la France extrade un ministre algérien corrompu, condamné 5 fois à 20 années de prison en Algérie, qui s'appelle Abdeslam Bouchouareb. Et quand je vois que ce ministre de l'Industrie, qui était le patron de M. Boualem Sansal, a le soutien du président français, car c'est son ami intime, a le soutien de la justice française. Et la justice française a invoqué le fait que l'accord d'extradition qu'il y a entre l'Algérie et la France, qui a été signé en 2019, n'était pas respecté par l'Algérie, car dans l'article 5, il est écrit que du fait de l'âge ou de l'état de santé d'une personne, on ne peut pas l'extrader. Mais dans ce cas-là, il faut laisser tranquille le président Sarkozy, il ne faut pas le juger. Dans ce cas-là, il ne faut pas laisser des personnes âgées comme Michel Barnier ou François Bayrou être Premier ministre parce qu'ils ont 73 ans, alors que Abdeslam Bouchouareb a 72 ans. Donc ce 2 poids 2 mesures français, au bout d'un moment, il faut qu'il cesse. 2 poids 2 mesures avec le droit international, le fait que la France ait reconnu la marocanité du Sahara occidental, et 2 poids 2 mesures avec les droits de l'homme. Quand il s'agit d'un ministre qui sert les intérêts français, on le protège, on refuse l'extradition, alors que l'Angleterre avait extradé un homme d'affaires algérien en 2013 et qui s'appelle Rafik Khalifa. Elle l'avait extradé, l'Angleterre. C'est quand même le pays de l'habeas corpus. Et la France qui semble donner des cours de liberté, d'état de droit à l'Algérie, protège un ministre algérien corrompu, qui avait un bel appartement bien mal acquis devant Notre-Dame de 3 millions d'euros, et j'avais manifesté contre ce bien mal acquis en 2016. Et vous savez qui le protégeait déjà, ce monsieur Abdeslam Bouchouareb, en 2016 ? 200 policiers français. Les vidéos peuvent en témoigner. Donc, s'il vous plaît, moi j'aime beaucoup la France, j'aime beaucoup la République française, les droits de l'homme, la lumière, la liberté, l'égalité, la fraternité. Mais l'État français qui m'a incarcéré à Fresnes, vous savez que j'étais incarcéré entre le 5 octobre 2023 et le 21 décembre 2023, car moi je me suis rendu volontairement à la justice française qui m'avait condamné par défaut lorsque j'étais en prison en Algérie. À un moment donné, il faut être un peu cohérent, non ? Écoutez, vous le devez à votre peuple. Ce sera le mot de la fin. Écoutez, je vous remercie beaucoup, en tout cas, d'être venu ici. J'imagine que ce ne sera pas le dernier débat qu'on aura. Enfin, en tout cas, j'aimerais, si possible, organiser un débat avec Bernard Lugan, qui aussi est
grand connaisseur qui, comme vous, a cette dimension historique. Et je pense que ça pourrait être passionnant, même si vous avez des points de vue radicalement différents. Mais au moins, vous connaissez les choses, vous connaissez ce pays, vous connaissez l'Afrique. Je connais bien la France. Et vous connaissez bien la France tous les deux. Donc, on va essayer d'organiser ça. Quant à vous... Merci pour votre invitation. Eh ben, écoutez, j'étais ravi. Je suis banni par les médias français, vous le savez. Ah bah écoutez, chez Omerta, en tout cas, vous avez la place pour vous exprimer. Vous brisez l'Omerta. Ah ouais, tout à fait. C'est le but, hein, c'est le but. Je vous en remercie. Merci à vous, chers auditeurs. J'espère que ce débat absolument passionnant vous aura plu, cet entretien, et que vous reviendrez, comme chaque semaine, toujours plus nombreux la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Grand Entretien. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Ça comme on dit chez nous.